à tous. J'ai le grand plaisir de vous présenter Catherine Cusset, qui a tout de suite répondu à notre invitation avec beaucoup d'allant. Et ça nous a fait beaucoup plaisir à Irène Tuton et à moi-même, bien sûr. J'ai beaucoup aimé passer une partie de l'été en compagnie de vos livres et de ceux que vous lisez, et non des moindres. Donc nous allons parler essentiellement de 3 de vos ouvrages, bien que vous en ayez écrit beaucoup plus, une vingtaine, peut-être plus. Non, une quinzaine. Une quinzaine. Alors, je ne vais pas reprendre l'ensemble de votre parcours remarquable dans la littérature, mais on va quand même signaler que vous avez fait l'école normale supérieure, que vous avez fait une thèse sur Sade, ce qui n'est pas tout à fait commun, on va dire, pour une femme, une jeune femme, il y a un certain nombre d'années, et que vous avez enseigné la littérature française à Columbia University, à Yale University, dans les universités nord-américaines, où Lacan avait fait quelques interventions mémorables, il y a fort longtemps. Bon, il y aurait bien d'autres choses à dire, hein, mais on va passer à vos livres. Donc, Ma vie avec Proust, publié cette année chez Gallimard, dans la collection Ma vie avec. Donc, Ma vie avec Marcel Proust. Puis, La vie de David Hockney, qui a été publié également chez Gallimard en 2018, mais qui a été réédité cette année dans la collection Livres d'art, avec des reproductions des œuvres du peintre qui ne sont pas ici sans évoquer ces gouttes de lumière qui font, selon Proust, le style et la fable d'un livre. J'ai eu la chance de lire votre livre, puisque je l'avais sur ma petite table, sur ma petite pile à lire, juste après avoir eu la chance de voir l'exposition de David Hockney à la Fondation Vuitton, exposition magnifique. On est beaucoup à avoir partagé cet émerveillement, d'autant plus qu'il a participé à la mise en place de cette exposition. Et ensuite, nous parlerons également, où est-ce qu'il est là, de L'autre qu'on adorait, qui est paru, lui, encore avant, puisqu'il est paru en 2016. Alors, bien sûr, si on a choisi ces 3-là, c'est parce que il y a un voisinage particulier entre, outre le fait que ce soit vous, Catherine Cusset, qui les avez écrits, c'est qu'il me semble qu'ils se sont, je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça, mais on pourrait dire que ce sont 3 portraits qui dessinent une sorte d'autoportrait de la lectrice en auteur, ou peut-être l'inverse d'ailleurs, hein, compte tenu du fait que je crois que dans tout portrait, comme le dit quelqu'un que vous allez reconnaître parce que j'en parle souvent, c'est Philippe Forest qui a souvent dit que dans tout portrait, il y avait l'ombre du portraitiste. Et je trouve que c'est très manifeste. D'ailleurs, à la fin de L'autre qu'on adorait, vous posez la question de qu'est-ce qu'un portrait. Vous la posez d'ailleurs pour en souligner la dimension fictionnelle d'un portrait, hein, la dimension fictionnelle, et bon, nous reviendrons certainement à ça. Alors, ce voisinage entre ces 3 livres tient quand même surtout à la présence de Marcel Proust lui-même. Ce sont des livres que l'on pourrait dire pleins jusqu'au bord de l'âme de Proust et de quelques autres. Il me semble que vous rejoignez finalement d'une certaine façon la définition que Stéphane Haudegui a donnée il y a longtemps dans un numéro de la NRF, où il disait « Lire, c'est se laisser hanter ». Je pense qu'effectivement, ces livres-là sont hantés par Proust, mais par bien d'autres personnages aussi, par bien d'autres écrivains. Donc dans ces livres, alors dans celui-là, bien sûr, Ma vie avec Marcel Proust, nous vous lisons Proust, mais dans David Hockney et dans L'autre qu'on adorait, nous vous lisons Hockney et
Thomas, le personnage de l'autre qu'on adorait, eux-mêmes lisant Proust. Donc il y a une espèce de mise en abîme de la lecture, qui fait vraiment apparaître une manière d'autoportrait en lectrice qui dessine celle qui écrit que nous sommes en train de lire. Alors vous dites utiliser Proust comme un écho de la vie intérieure de vos personnages, qu'il s'agisse de la narratrice, qu'il s'agisse de David Hockney ou de Thomas. Proust lui-même, vous le rappelez à plusieurs reprises, souhaitait, on l'a aussi évoqué ce matin, donner à ses lecteurs le moyen de lire en eux-mêmes. Évidemment, ça parle beaucoup aux psychanalystes et aux analysants. Lire, donc, est aujourd'hui ce verbe qui nous lie, L-I-E, mais aussi bien qui nous lie, L-I-T, puisque finalement, ça serait un peu ma première question. Et j'ai été très sensible ce matin à l'expression qu'a utilisée Laura Adler quand elle a parlé de se faire lire. C'est pas du tout dans ce sens-là qu'elle en a parlé, mais il me semble que de temps en temps, quand on tombe amoureuse d'un livre, on se dit mais c'est comme s'il ou elle m'avait lu, comme si y avait quelque chose de... donc du coup, pourquoi non, pas pourquoi. Est-ce qu'on n'est pas... est-ce que, bien sûr, on lit, mais est-ce qu'on ne lit pas à la mesure de ce qu'on peut être lu par celui qu'on lit? Alors, d'abord, en fait, je vais commencer par une citation de Proust, parce qu'elle s'impose un peu, et c'est ce dont vous avez parlé, mais par moment, j'ai les papiers avec moi, parce que je trouve ça quand même un peu difficile de... Parfois, je cite Proust de mémoire, donc je l'écorche un peu, et je préfère quand même avoir la citation complète. Enfin, à vrai dire, elle n'est pas complète, parce que je vois que dans ma citation, j'ai une parenthèse avec des petits points, donc je n'ai pas la phrase en entier, mais c'est pas grave. Il ne serait, donc il parle des lecteurs à la recherche du temps perdu. Ils ne seraient pas mes lecteurs, mais les propres lecteurs d'eux-mêmes. Mon livre n'étant qu'une sorte de ces vers grossissants, comme ceux que tendait à un acheteur l'opticien de Combray. Mon livre, grâce auquel je leur fournirai le moyen de lire en eux-mêmes. Voilà. Donc juste, c'est à peu près ce dont parlait en effet Laura Adler ce matin. Et bon, ça me semble tout à fait approprié de commencer ici avec cette citation de Proust. Et sinon, je ne sais pas si je vais répondre exactement à votre première question, mais je voudrais en fait expliquer le lien entre ces trois livres. L'autre qu'on adorait qui date de 2016, Vie de David Hockney qui date de 2018, et Ma vie avec Marcel Proust de 2025. Et vous remarquez évidemment à chaque fois deux fois le mot vie. Et qui est vie de David Hockney et pas la vie, c'est très important, parce que c'est vie de David Hockney comme ce serait la vie d'un saint, vous voyez, c'est pas une tentative biographique, c'est un texte comme ça sur une personne, sur un saint. Alors d'abord, l'autre qu'on adorait, c'est un livre, pour moi un livre très important dans mes livres. Il est apparu en 2016 et c'est un roman qui porte sur un ami à moi qui s'est suicidé en 2008 à l'âge de 39 ans, un an après avoir eu le diagnostic de bipolarité, de psychose maniaco-dépressive, qui était assez évident si on le connaissait depuis longtemps, mais qu'en fait aucun de nous, ses amis, n'avait vraiment... personne ne l'avait compris en fait. C'était un garçon qui parfois ne dormait pas pendant des semaines et des semaines. Et nous on disait il ne dort pas, voilà, constatation. Ou bien il avait des phases complètement frénétiques. Mais en fait je pense qu'on en parlait beaucoup moins au début des années 2000 qu'on s'est mis à en parler après. Et donc il s'est médicamenté lui-même comme il le pouvait, c'est-à-dire par l'alcool. Et puis voilà, il a fini par se tuer. Et il se trouve que j'avais à un moment écrit un livre dans une période de stérilité pour moi. Il y a parfois des périodes de stérilité dans la vie d'un écrivain, des périodes où il est vraiment difficile d'écrire, et en même temps un écrivain a besoin d'écrire, en tout cas moi j'en ai besoin, je me sens mal si j'écris pas. Mais il y a des périodes où j'ai beau avoir besoin d'écrire, ça n'est pas là. Et donc à un moment je m'étais dit, oh là là, j'écris sur la famille, la haine de la famille, j'ai écrit sur l'argent, Confession d'une radine, j'ai écrit sur l'amour, mais qu'est-ce qui me reste ?
Alors je sais bien que Laure se disait ce matin, oh là là, toute cette littérature du moi-je, mais moi je trouve que c'est quand même une bonne source, le moi-je. Et je lui dis, il reste l'amitié. L'amitié, quel beau sujet. Et donc j'écris à l'époque un livre sur mes amis. Et dans le livre sur mes amis, donc on parle du début des années 2000, il y avait un chapitre sur mon ami qui s'appelait Jérôme. Et je voulais écrire sur les amitiés qui duraient, des amitiés compliquées dans lesquelles il y avait eu des crises, parce qu'il y a un chagrin d'amitié comme il y a un chagrin d'amour, et je voulais écrire sur ça, sur la rupture et aussi la réconciliation quand elle avait lieu, et ce qui se passe à l'intérieur d'une amitié. Et donc cet ami, on avait eu une relation très compliquée avec une rupture, et on était réconciliés, et il vient me voir en Bretagne, donc on est en 2004, et je lui dis, il avait été le lecteur de mes 3 premiers romans à l'état de manuscrit. Et je lui dis, tu sais, j'ai un nouveau livre. Et depuis, on s'était complètement séparés, donc il n'avait pas du tout lu après. Et je dis, j'ai un nouveau manuscrit sur les amitiés. Bon, il y a un chapitre sur toi. Est-ce que ça t'intéresserait de le lire? Il me dit, bah, volontiers. Et donc il prend le manuscrit. Et le lendemain matin, je descends, je me réveille, je le retrouve dans le jardin. Il est là. Je sais pas, il y a une sorte de crispation dans tout son corps. Il avait l'air accablé. Et je lui dis, tu as lu? Il me dit, voilà, exactement, il a fait exactement ça. Mouvement de chute parfaitement approprié. Il m'a dit, j'ai lu. Il m'a dit, j'ai lu le chapitre sur moi et j'avais un chapitre sur ma meilleure amie qui avait été son grand amour pendant quelques années. J'ai lu ces 2 chapitres. Il me dit, j'ai pas lu le reste, mais il me dit, c'est nul, c'est nul. C'est vraiment, c'est pitoyable, c'est du sous-Dubrovski. Vraiment, tu as une posture, Catherine, de supériorité, d'arrogance. Alors moi j'écoute ça, j'aime assez les commentaires sur les livres, je trouve ça, j'aime beaucoup la critique en fait. Je suis une grande amatrice de critique. Parce que la critique me paraît toujours contenir une vérité que le compliment ne contient pas. Et je me dis, bon d'accord, j'entends ce qu'il dit, mais par ailleurs il me dit qu'il a passé la nuit à pleurer, il a l'air complètement abattu, je me dis forcément quand même, j'ai dû toucher quelque chose, parce que sinon il ne serait pas dans cet état-là, donc c'est quand même intéressant. Et puis, il me dit cette phrase, tu sais Catherine, les gens ont quand même une vie intérieure. Bon, alors j'ai beau me dire oui c'est très intéressant tout ça, la phrase me travaille quand même. Et le livre sur l'amitié je ne l'ai jamais publié. Je pense que j'avais finalement un doute profond et qui est venu s'incarner dans ces mots qu'il avait prononcés. C'est un livre qui partait d'une mauvaise posture. En fait il partait du désir d'écrire un livre quand j'avais plus d'inspiration, donc déjà c'est une mauvaise posture. Et voilà. Donc je laisse tomber ce livre et 4 ans après, mon ami se suicide, après avoir appris qu'il était bipolaire. Et puis la bipolarité m'a touchée dans ma vie d'une autre manière, encore plus proche. Enfin, il y a eu une série de suicides à ce moment-là. Et j'arrive à une autre période de ma vie où je me dis, à nouveau, qu'écrire? C'est pas simple de répondre à cette question. Franchement, écrire... moi, parfois, j'ai l'impression d'écrire uniquement ce dont je suis capable. C'est tout, ça se limite à ça. Et je fais des essais, j'essaie plein de choses, et puis je relis, je me dis, c'est pas possible, c'est juste trop mauvais. Et là, je me dis, mais sur quoi? J'étais partie sur un roman, sur une histoire d'amitié à New York. J'ai vécu 30 ans à New York, il se passait à New York, avec une danseuse. J'avais interviewé des dizaines de danseuses. J'avais des notes et des notes sur la danse. Jamais dansé moi-même. Et j'étais lancée, j'avais écrit une centaine de pages de ce roman, mais je sais pas, ça c'était un peu rouillé comme ça. Puis là je me dis, tiens, si je reprenais le livre sur mon ami, donc je relis le chapitre que j'avais écrit dans mon livre jeté à la poubelle, mais enfin les poubelles des ordinateurs sont jamais vidées, enfin sont rarement vidées, donc évidemment je retrouve le texte. À vous dire vrai, je vais vous dire quelque chose d'assez étonnant, de quelque chose d'horrible, que je raconte, je sais pas si je le raconte dans mon livre, je suis pas sûre. Quand j'ai voulu relire le chapitre sur mon ami, ce livre sur l'amitié, j'en avais 8 versions. Ça s'appelait Ami 1, Ami 2, Ami 3, Ami 4, Ami 5, Ami 6, Ami 7, Ami 8. Et donc je me dis, tiens, j'aimerais bien relire ce chapitre, donc je cherche le manuscrit sur mon ordinateur, et vous savez, je ne le retrouve pas. Bon, je cherche partout. On peut... ça arrive que par une mauvaise manipulation, on l'a tous fait, d'effacer un texte. Mais là, j'avais 8 versions quand même. J'étais complètement affolée. À peine j'arrive en France l'été, je file chez Gallimard.
il y avait un informaticien qui était là. Je lui dis, écoutez, je suis désespérée. J'étais pas totalement désespérée parce que je croyais me souvenir que je l'avais imprimé à un moment et que la version imprimée était restée en Bretagne. Je vais l'été. Et à mon avis, il est là-bas. Mais enfin, si je pouvais le retrouver sur l'ordinateur, c'était quand même plus facile. L'informaticien en retrouve une version dans le disque dur, il l'extrait, il me la sauve. Et c'est seulement après que j'ai réfléchi. Comment le texte avait-il pu disparaître? Et là, bon, c'est assez douloureux de penser ça, mais je ne vois pas d'autre solution. Mon ami était venu chez moi en janvier 2008. 4 mois avant de se suicider, je pense qu'il ne pensait qu'au suicide depuis déjà l'automne. D'ailleurs, il me l'avait dit, mais moi je pensais que si on en parlait comme ça, il était très grande gueule, donc je ne prenais pas très au sérieux. Et chez moi, donc un jour, j'avais pas de mot de passe sur mon ordinateur, il est arrivé et je suis allée faire des courses en le laissant, il avait des choses à faire. Je pense qu'il a effacé le texte sur mon ordinateur, les 8 versions. Et donc ça disait quand même clairement ce qu'il voulait. C'est un message assez clair, d'après la mort. Et message d'ailleurs redoublé par ce que m'a dit sa sœur un jour, qui a été « n'écris pas sur mon frère ». Et donc c'est un interdit que j'ai transgressé en écrivant L'autre qu'on adorait. Un livre que j'ai eu beaucoup de mal à écrire, je ne vais pas vous raconter l'écriture du livre parce que c'est un autre sujet, mais la difficulté que j'avais, je voulais écrire un roman, je voulais écrire de l'intérieur, l'histoire de mon ami, je ne voulais pas parler de moi en fait. Et le problème, c'est que c'était quelqu'un de très brillant, d'extrêmement drôle. Et alors vraiment, écrire, c'est impossible à mettre dans. Je trouve que écrire un personnage drôle en littérature, un personnage drôle qui va se suicider, c'était, je crois, hors de mes capacités. Mais même quelqu'un de brillant, c'était aussi hors de mes capacités. Il était plus intelligent que moi. Il était proustien. Il avait lu À la recherche du temps perdu plein de fois, il connaissait À la recherche du temps perdu par cœur. Il avait fait une thèse sur Proust. J'avais d'ailleurs interviewé Antoine Compagnon, parce que son directeur à Columbia avait été Antoine Compagnon, qui m'avait dit que cette thèse était assez médiocre. Il m'avait dit après la mort de mon ami. Je l'avais trouvé pas généreux, mais j'avais été à Columbia lire la thèse, et elle était assez médiocre. Et je pense que mon ami avait cette grande difficulté de ne pas pouvoir rester assis à une table pour écrire une thèse. Il ne pouvait pas. C'était impossible. Ça bougeait trop, il était trop vivant. Voilà. Et par contre, à tout moment, il citait Proust. Et donc, voilà ce que s'est passé, c'est que j'ai relu Proust pour créer sa vie intérieure. J'ai relu Proust, toute la recherche, en me demandant à chaque fois, comment l'a-t-il lu? Qu'est-ce qu'il a pu aimer là-dedans? Qu'est-ce qu'il a pu relever? Alors, on avait quand même des ressemblances, lui et moi. Puis, on avait surtout une grande ressemblance, c'est qu'on était très gaffeurs, tous les deux. Et lui, peut-être encore plus que moi. Et surtout, il avait une sorte de maladresse. Il avait ce grand corps, comme ça. Donc, il y avait tout ce qui concernait un peu les erreurs, les fautes de goût, les fautes de tact. J'étais sûre qu'il avait repéré ça tout de suite. Qu'il avait ri avec Proust. Et puis, il y avait tout ce qui concernait l'amour, bien sûr. Et surtout, il y avait tout ce qui concernait l'écriture. Et la maladie. J'ai vraiment pensé en lisant Le Temps retrouvé, et même toute la recherche. Ah, mais c'est extraordinaire. J'avais l'impression j'imagine Proust qui n'arrête pas de dire tout le temps qu'il est nul en fait. Il parle de sa nullité intellectuelle. Il n'est pas assez bon pour écrire. Deuxièmement, il parle de sa paresse. Il parle de sa procrastination. Alors là, ça concernait mon ami, mais alors de façon hallucinante. Et vraiment, il y avait une sorte d'espoir qu'il donne aux écrivains, parce que finalement, la grande œuvre, il l'avait écrit un peu avant, mais quand il se met à écrire la recherche, il est déjà âgé. Pour nous, peut-être aujourd'hui, pas âgé tant que ça, parce qu'on a gagné pratiquement 30 ans de vie, mais à son époque, déjà âgé. Et il y avait un passage en particulier extraordinaire, il y a plusieurs passages, je l'ai pillé en fait, dans L'autre qu'on adorait. Je cite Proust à tout bout de champ, parfois je le nomme, parfois je ne le nomme même pas. Pour ça, il y avait des pensées qui étaient bien plus belles que celles que moi j'aurais pu créer sur la mort, des choses vraiment sur l'amour de la grand-mère, sur plein de pensées magnifiques qui étaient au niveau des pensées de mon ami, mais pas des miennes, quoi. Et donc il y avait ce passage absolument sublime où Proust dit qu'à un moment il a quand même décidé de se prendre en main et de se coucher tôt, d'arrêter de boire de l'alcool, de se mettre à boire de l'eau, de prendre des bonnes habitudes, et tout ça pour se mettre à écrire, bien sûr. Mais qu'en fait, il dit qu'au bout de quelques jours, en fait, les habitudes s'étaient révoltées.
Et c'était la catastrophe, il pouvait plus du tout dormir. Enfin, il a été obligé de se mettre à boire 2 fois plus, à ne plus dormir la nuit. Enfin, il a dit qu'en fait, que pour, je sais plus, là, c'est dommage de pas avoir. Il faudra si je recherche la citation, ça va me prendre trop de temps, mais il faut pouvoir lire Proust. C'est un peu dommage de vous citer cette horrible approximation. Oui, mais ce qui compte, c'est que vous donniez envie de le lire. Mais voilà, donc j'imaginais mon ami comme ça, lisant Proust. Donc voilà comment, quand j'ai écrit ce livre, qui est donc vers 2014-2015, j'ai pris énormément de notes sur la recherche, avec des réactions, mes réactions à vif. C'était la lecture de mon ami que j'imaginais, mais c'était évidemment aussi ma lecture. C'était évidemment que... Enfin, d'abord, j'étais totalement prise à nouveau par la recherche. C'est seulement la 3e fois que je le lisais en entier. Je l'avais lu en entier, je me suis sûre qu'on en reviendra à 15 ans, à 20 ans, et puis après, j'ai pas eu le temps parce que c'est très long. Et donc voilà, grâce à ce roman, à 50 et quelques, j'ai pu relire en entier. Et je m'étais dit, ce serait bien un jour d'en faire un livre éventuellement. J'avais pas écrit d'essais depuis ma période universitaire, j'écris des romans et pas des essais, mais je me dis quand même, là, je sens qu'il y a quelque chose. Et puis, alors, je continue le lien. Ce livre-là paraît donc en 2016. C'est une promotion très intense pour moi, très intense. Bon, d'abord parce que le livre a eu beaucoup de succès, donc j'ai été invitée partout, mais c'était pas n'importe quoi de parler de ce livre. C'était vraiment c'était. Et puis, enfin bref, voilà. Et au même moment, une éditrice chez Gallimard veut lancer une collection de livres illustrés sur des artistes qui vont avoir une actualité artistique, et que le texte sur leur œuvre soit écrit non par un historien de l'art, mais par un écrivain, un romancier, si possible, de la maison. Et elle pense à moi parce qu'elle vient lire L'autre qu'on adorait, et quelque part, elle trouve qu'il y a un lien avec David Hockney. Elle ne peut pas me dire pourquoi, mais elle sent un lien. Et donc, elle me demande si j'accepterais d'écrire un texte d'une 50aine de pages sur l'œuvre de David Hockney. Donc, on est en 2016, il va y avoir l'expo à Beaubourg à l'été 2017, donc le texte est à rendre au printemps 2017. Donc, il n'y a pas beaucoup de temps, elle me demande en septembre-octobre. Et j'ai jamais écrit de texte sur un artiste. Je ne connais pas David Hockney sauf de nom, je vous avoue, alors que j'avais quand même vécu 2 ans à Londres. Je ne sais pas ce que ça dit sur moi, mais j'avais essayé, il y avait une exposition sur des paysages, j'avais essayé d'aller la voir en passant à la Royal Academy of Art, mais 1, il pleuvait, 2, il y avait une grande queue dehors, j'avais pas envie d'attendre sous la pluie. Donc voilà à quoi se limitait ma connaissance de Hockney. Et donc je regarde ce qu'il fait sur Internet, je trouve ça... ça m'intrigue, ça m'intéresse, ça me rappelle des peintres que je connais, Bonnard, Matisse, d'autres. C'est très coloré, c'est figuratif, mais c'est aussi abstrait. Puis il y a d'autres choses très différentes. Ça m'intéresse, mais je signe jamais de contrat avant. Je lui dis, je vais voir. Et puis, de retour à New York, j'achète quelques livres à la librairie Strand. Et dedans, il y a un livre donc en anglais. Il y a un livre qui s'appelle David Hockney by David Hockney, My Early Years, et qui est la transcription d'une grande interview qu'il a faite à 40 ans, dans laquelle il parle à un de ses amis de sa jeunesse, de son enfance. Donc c'est un texte plein de petites anecdotes, un peu écrit comme on parle, comme ça. Et je commence à le lire, et là il se passe quelque chose, c'est que tout à coup, à travers sa voix et à travers une série de petites scènes, je vois le personnage, je vois la personne. Et je suis tout de suite frappée par son humour, son autodérision. Il y a quelque chose qui me plaît énormément. Et j'ai l'impression de le voir. Et en particulier, il y a une scène comme ça qui me frappe, où il raconte sa passion pour le cinéma quand il avait 14 ans à Bradford, une ville industrielle du nord de l'Angleterre, où il a grandi dans une famille assez pauvre, avec des parents méthodistes. Et sa seule distraction, c'était... il avait 2 distractions. L'une, c'était le cinéma, c'était pas cher. Et la deuxième, c'était les double-decker. Monter dans un 2e étage d'un bus et sillonner la campagne et voir l'horizon. Voilà. Les 2 choses qu'il aimait, c'était le cinéma et l'horizon. Et donc, il raconte un jour comment au cinéma, il est là, il allait parfois tout seul, trichait un peu, il ne payait pas toujours sa place. Un monsieur vient s'asseoir à côté de lui. Alors, c'est pareil, j'ai pas le texte sous les yeux, je peux pas vous... Visiblement, il se passe des choses qui se passent parfois au cinéma quand, dans l'obscurité, vous êtes seul,
enfant, jeune femme, jeune garçon, je sais pas, et qu'un monsieur vient s'asseoir à côté de vous. Il y a parfois des choses qui se passent, voilà. Et la conclusion de David Hockney de cette scène, c'était It gave me a lifelong love for cinema. Ça m'a donné un amour du cinéma pour la vie. Vous êtes supposé rire, mais bon. J'ai un peu raté mon coup, visiblement. Vous n'écoutez pas du tout. Vous êtes tous en train de dormir. Alors, là, vous voyez, vous voyez la scène. Bon, il publie le livre en 1970. Aujourd'hui, ça serait difficile, je pense. Par ailleurs, moi, je venais de lire à l'époque Le Dieu des petits riens de Arun Dathiroy, qui est un de mes romans préférés, un roman que j'adore, dans lequel il y a une scène presque semblable d'enfant au cinéma qui va faire pipi et qui se fait comme ça arrêter par l'homme qui vend les boissons. Et il se passe une scène qui est le traumatisme qui est au fondement de toute l'histoire qui se passe dans le roman. Donc une scène traumatique, j'en avais lu, on sait très bien ce que peut représenter ce trauma. Mais là, pour David Hockney, pas du tout. Et en fait, pour lui, c'est tout simplement une découverte que, vous savez quoi, l'homosexualité, ça existe. Lui, il n'en avait jamais entendu parler. Il a découvert quelque chose sur lui ce jour-là. Et juste la façon dont il parlait de lui, j'ai aimé la personne. Donc j'ai écrit à l'éditrice en disant, est-ce qu'à la place d'un texte sur son œuvre, je peux écrire un texte sur sa vie, parce que moi, sur son œuvre, après tout, je ne sais pas ce que je suis habilitée à dire. Et elle m'a dit, vous faites ce que vous voulez, vous avez carte blanche. Mais le seul problème, c'est qu'elle m'avait demandé 50 pages, et quand j'ai fini mes 50 pages, il avait 27 ans. Et à l'époque, il en avait 80. Donc voilà, donc du coup, j'ai fait un roman. Un roman qui est apparu. Et donc, c'est un roman, ce que j'appelle un roman vrai, exactement comme le roman sur mon ami. Pour moi, ce sont les mêmes romans. C'est-à-dire un roman dans lequel je me glisse dans la tête de mon personnage principal en essayant d'écrire sa vie de l'intérieur. Je suis sûre que certains d'entre vous, beaucoup de gens pensent que c'est strictement impossible. D'ailleurs, c'est pas compliqué, je vais vous citer Proust, ce que j'ai lu dans une introduction, en épigraphe c'est de l'autre qu'on adorait. C'est mon travail, c'est parfait. C'est la première question, ça. Excusez-moi, Marie-Josée. Une personne n'est pas, comme je l'avais cru, claire et immobile devant nous avec ses qualités, ses défauts, ses projets, ses intentions à notre égard, comme un jardin qu'on regarde avec toutes ses plates-bandes à travers une grille, mais est une ombre où nous ne pouvons jamais pénétrer, pour laquelle il n'existe pas de connaissance directe, au sujet de quoi nous nous faisons des croyances nombreuses à l'aide de paroles et même d'actions, lesquelles, les unes et les autres, ne nous donnent que des renseignements insuffisants et d'ailleurs contradictoires, une ombre où nous pouvons tour à tour imaginer avec autant de vraisemblance que brillent la haine et l'amour. Cette phrase, il l'a écrite à propos de Françoise, à un moment où il pensait que Françoise l'adorait, et Françoise lui a fait une sorte d'étrange méchanceté, et il était tout étonné. Et évidemment, je mets cette phrase un peu en caveat à l'entrée de ce livre, où moi, j'ai décidé que j'allais me glisser comme ça dans la tête d'un autre. Et j'ai fait la même chose dans les deux romans. Il n'y a pas du tout alors, il n'y a absolument pas de jeu dans Vie de David Hockney. Il y en a un dans l'autre qu'on adorait, mais c'est un jeu très paradoxal. J'arrive au 3e chapitre, parce que je suis une amie de ce personnage principal, et en plus une amante quand il a 20 ans et moi 26. Et donc j'arrive au moment où il me rencontre, mais j'allais pas m'appeler Catherine ou autrement, ou Dominique, et dire elle. Donc je dis je, parce que l'histoire est vraie, mais rien n'est de mon point de vue. Je ne fais que imaginer ce que mon ami a pu penser de moi. La seule chose qui est de mon point de vue dans le livre, c'est la dernière page après sa mort, où justement la phrase où vous avez dit qu'il y avait cette phrase sur le portrait, où j'ai dit « Qu'est-ce qu'un portrait ? Les ignorances comblées par la fiction fausseront-elles celui-ci ? Entendra-t-on ton rire ? Verra-t-on, comme je la vois, la courbe de ta vie, cette ligne qui prend un grand tournant quand tu pars à 23 ans aux États-Unis et qui, telle une voiture de sport, fonce vers un mur contre lequel elle va se fracasser ?» Donc les 2 dernières pages sont les seules dans lesquelles mon jeu est le mien. Mais ces 2 romans, donc, ce sont vraiment une tentative d'entrer dans l'autre. Et Proust m'a permis de créer la vie intérieure de mon ami. Et la vie intérieure de David Hockney, c'est pour ça que je pense que je suis pas sûre que j'aurais pu faire le même livre. Pour moi, c'est pas un livre sur David Hockney, c'est un livre sur la création. Peu importe que ce soit David Hockney, je m'en fous.
personnellement, même si j'aime beaucoup son travail, mais c'est pas la question. Simplement, là où je suis énormément aidée, c'est que David Hockney, d'abord, il est âgé, vivant, et qu'il y a un nombre énorme d'interviews de lui, de livres sur lui, de textes qu'il a écrits. Bon, il y a le texte de l'interview de son adolescence, il y a plein de films, on l'entend. Donc en fait, sa parole, elle est partout. Donc c'est un roman, il m'arrive d'inventer des dialogues, mais à part bonjour, bonsoir, que j'essaie d'éviter quand même d'écrire, je n'invente rien. Quand il parle, c'est quelque chose qu'il a écrit quelque part. Je ne lui fais pas raconter n'importe quoi. Donc vous voyez, c'est l'équivalent de Proust, en fait. C'est l'équivalent d'aller prendre... D'ailleurs, c'est très drôle, parce que je vais vous lire le dernier paragraphe, qui d'ailleurs est un peu une réponse à ce que disait tout à l'heure Laura Adler sur l'enfant, enfin, sur la lecture, les contes aujourd'hui sur Radio France. Donc on a ici l'équivalent c'est une petite note d'optimisme, l'équivalent pour la peinture. Il y avait une seule certitude. L'enfant, dès qu'il savait tenir un crayon, faisait une marque. Depuis le début des temps, l'homme tentait d'exprimer en 2 dimensions son émerveillement devant un monde en 3 dimensions. Ce n'était pas prêt de s'arrêter. Donc c'est la fin d'un roman où la fin n'est pas facile à trouver parce que mon personnage y vit encore. Donc il n'y avait pas de mort à la fin. Et quand, donc je ne vais pas non plus vous raconter d'histoire, je n'ai évidemment pas demandé à David Hockney si je pouvais l'interviewer. Enfin, au contraire, j'ai tout fait dans son dos parce que je pensais qu'il y avait vraiment une chance sur 2 qu'il dise non. Et s'il disait non, je ne pouvais plus publier. Ou alors, c'était pas possible, j'encourais le procès immédiatement, c'était pas possible. Parce que, en plus, la loi sur la vie privée est très stricte en Angleterre. Et je voyais pas en quoi je pouvais l'être utile. Ce peintre est mondialement connu, enfin, il n'a pas besoin de moi. Hein. Donc évidemment, je ne lui ai pas demandé son opinion. Le livre a paru, je l'ai envoyé au studio Hockney. Il ne lit pas le français, mais il l'a tout de suite fait lire par 3 personnes parce qu'il surveille. Et puis enfin, il a paru en anglais et je lui ai envoyé en anglais en 2019. Et là, il l'a lu et il l'a aimé. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a autorisé la version avec 50 illustrations de David Hockney, qui avant n'aurait pas été possible évidemment, parce qu'il contrôle tout, hein, il surveille tout, David Hockney. Et donc il m'a écrit, voilà, enfin, il est très drôle. Hein. D'ailleurs, il a commencé son message en disant Dear Catherine, I'm not fond of lawyers. I am not very litigious. I'm not going to sue you. Hein, donc je n'aime pas les avocats, je ne suis pas procédurier, je ne vais pas vous faire un procès. Moi je vais comme ça. Et vous voyez, donc c'est exactement ça, pour ça que j'ai écrit le livre. Quoi. Et c'est ça qui d'ailleurs est en commun entre Hockney et Proust. Hein, c'est la dérision, l'autodérision, le sens de l'humour. Et donc il m'écrit voilà, qu'il a aimé le livre et il termine en disant et alors quant à votre dernier paragraphe, il est vrai. Vraiment, quelle vérité dans un dernier paragraphe. Évidemment, j'ai éclaté de rire parce que c'est une citation de David Hockney. Évidemment que c'est vrai. Hein. C'est une citation que j'ai récupérée quelque part. Je vous dis, je ne le fais jamais. J'ai quand même pris Il a forcément fallu qu'il y ait de la fiction dans ce livre parce que au début, tout ce qui est son enfance et sa jeunesse, j'ai fait mon choix dans ses souvenirs, mais les souvenirs existaient. Donc j'ai fait mon choix, j'ai taillé comme ça ce que je voulais être ma ligne romanesque, mais d'après mon intuition. D'ailleurs, il était très content parce que j'ai commencé avec son père. Oui, c'est très beau ça. Et il a adoré parce que personne ne l'avait fait. Et en fait, pour lui, c'était très important. Et son père était un pacifiste convaincu. Il avait vu ce que la Première Guerre avait fait à son frère aîné, qui avait été gazé et était rentré détruit, un fantôme. En 1939, il s'opposa à la Nouvelle Guerre. Il perdit son travail, n'eut pas droit aux aides du gouvernement, se fit de nombreux ennemis, encourut le mépris des voisins. Les enfants, ne vous occupez pas de ce que pensent les voisins. Ce fut sa grande leçon de vie à ses 4 fils et à sa fille. Alors la citation, je ne l'ai pas inventée, hein. J'ai trouvé dans le livre, voilà. Mais par contre, à partir de la quarantaine, il a complètement arrêté de parler de lui, David Hockney, parce que je crois que c'était très important pour lui d'être pris au sérieux. Et d'être pris au sérieux, ça voulait dire... il a compris qu'il devait se méfier, et ça voulait dire être vu, être lu dans le contexte de l'histoire de l'art, par rapport à ses prédécesseurs, par rapport à Van Gogh, à Matisse, à Bonnard, à Rembrandt, mais pas par rapport à sa vie. Il voulait vraiment pas du tout commencer à parler de ses histoires. Donc il n'a plus du tout parlé de lui. Et d'ailleurs, ça m'a frappé dans la rétrospective de Beaubourg en 2017, c'est qu'il n'y avait rien sur sa vie privée, absolument rien. Et c'était son choix, parce qu'il contrôle tout. Et
Et zut, j'ai perdu Vous voyez que je ne vais pas avoir besoin de poser beaucoup de questions. Attendez, une seconde, j'ai perdu mon fil. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Zut. J'ai perdu mon fil. Il y a quelqu'un qui suit ici? Non, mais c'est pas possible. Vous disiez qu'il terrible. contrôlait tout. À propos de quoi? Mais à propos de Beaubourg, vous parliez de l'expo. Oui, mais avant. À 40 ans, il ne veut plus parler de lui. Ah oui, donc je disais de la fiction. Merci Natacha. Merci. Il y en a une qui suit. Il y en a une qui suit. J'ai forcément été obligée d'inventer. En particulier, il a traversé les années SIDA. Enfin, il a eu une chance hallucinante, David Hockney. Parce qu'en fait, il a été jeune un petit peu. Il a été très jeune un petit peu avant. C'est-à-dire qu'il a eu vraiment cette période extrêmement de promiscuité, mais un peu avant SIDA. Et il est né en 37, vous voyez. Donc il a eu de la chance, en fait. Par contre, il a vu mourir autour de lui, mais alors comme des mouches. À un moment, il ne se déplaçait plus pour aller à des enterrements. Et donc, la question de la mort et de la vie, vraiment, jouait un rôle très important, parce que pendant que tous ses amis mouraient autour de lui, il peignait pendant ce temps des paysages colorés. Enfin, et je voulais vraiment parler de ces années qu'il avait traversées, de la mort. Et là, il a vraiment fallu que je trouve que j'ai une construction romanesque, en même temps sans inventer des choses fausses. C'était un peu compliqué. Vous voulez peut-être poser une deuxième question, puis on s'arrête là? Oui, mais d'ailleurs, vous commencez par un petit prologue, je ne sais pas comment vous appelez ça, un prologue, oui, dans le livre Vie de David Hockney. Ce livre est un roman, tous les faits sont vrais. Je trouve que c'est une très belle mise en garde que finalement vous avez réédité dans L'autre qu'on adorait avec la citation de Proust. Il y a quelque chose de... Alors, une autre question, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous avez abordées, des citations que vous avez... Oui, je pense que maintenant on peut passer à Proust. Des extraits, on peut passer à Proust. Alors justement, on ne peut pas ne pas évoquer aujourd'hui le magnifique texte que Proust a consacré à la lecture. La préface de sa traduction en 1905 à John Ruskin, Sésame et les lys, où il commence par ce rappel. Il n'y a peut-être pas de jour de notre enfance que nous ayons si pleinement vécu que ceux que nous avons cru laisser sans les vivre, ceux que nous avons passés avec un livre préféré. Mais comment vous voulez écrire après lui? C'est juste pas possible. C'est magnifique, on est d'accord. Oui, tout à fait. Alors c'est un texte, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais ceux qui le connaissent, on le relit toujours avec énormément de plaisir, ce texte sur la lecture. Alors je voulais dire un mot sur l'enfance, puisque justement, vous commencez votre livre, vous venez de le lire, là, le tout début de Vie de David Hockney, sur l'enfance, sur son enfance, mais il s'agit pas tant, celui sur Proust aussi, là où vous mêlez votre propre enfance, vous parlez de votre adolescence, mais en lien avec une petite fille, aussi qui vous cause bien des soucis. Alors, c'est pas l'enfance au sens biographique, c'est plutôt l'enfance, je sais pas comment on pourrait l'appeler, l'enfance générique, celle qui est toujours là, sans même que nous le sachions, en quelque sorte. D'ailleurs, à plusieurs reprises, vous rappelez que pour David Hockney, il y a cette sensation de plaisir dans le travail qu'il absorbe comme le jeu absorbe un enfant. Ça, c'est très freudien. D'ailleurs, il y a un chapitre qui s'appelle L'enfant en soi. Absolument, oui. Il y a un chapitre qui s'appelle L'enfant en soi. Et donc, j'allais citer le dernier paragraphe de votre livre, ce très beau passage là où il y avait une seule certitude, l'enfant, dès qu'il savait tenir un crayon, faisait une marque. Bon, alors il me semble que comme pour Proust, vous n'avez pas échappé à ce qu'il dit être... Proust, le sortilège de ses lectures d'enfance, ce qu'elle laisse surtout en nous, c'est l'image, non pas tant ce que nous avons lu, mais l'image des lieux et des jours où nous les avons faites, ces lectures. Et je trouve ça très, très, très pertinent, je partage tout à fait ça. Et dans vos livres, dans ces trois-là en tout cas, il y a une grande intensité géographique. Je ne sais pas trouver d'autres mots, c'est pas forcément très joli, mais on se promène
entre les États-Unis, où vous avez donc longtemps vécu et enseigné, et la France, mais on se promène entre la Normandie et Paris, ou Paris et le Sud-Ouest, ou encore en Angleterre, de Bradford à Londres, ou encore de New York à Los Angeles. Bref, vous nous embarquez dans ce que chacun de ces lieux a de singulier, alors que ce sont des lieux que tout le monde connaît aujourd'hui. Enfin, pas pour y avoir été forcément, mais parce qu'on les voit. Hein. Et j'ai trouvé ça assez remarquable parce que on a, pour ceux qui voyagent un peu, on a cette sensation que peuvent produire les décalages horaires. Alors c'est quelque chose que vous avez certainement beaucoup éprouvé dans vos allées, venues et retours entre la France et les États-Unis. Mais je trouvais ça assez particulier à votre écriture, cette façon finalement de pouvoir écrire le rapport intime que chacun de vos personnages a avec un lieu et avec la langue différente. Hein. Donc, j'en viens à ma question, vous reprenez avec Proust le devoir et la tâche d'un écrivain comme étant ceux d'un traducteur. Alors, si écrire, c'est traduire, comme le disait Proust, comment votre bilinguisme, en quelque sorte, a joué pour vous dans votre écriture? Et comment jouent ces deux langues qui vous sont familières, que vous pratiquez, dans votre écriture? Il y a l'impression qu'il y a 10 questions là, que vous m'avez posées. D'abord, je voudrais dire, avant de parler de la question de la langue, je voudrais parler juste de cette question du lieu, parce que vous avez évoqué les lieux. Oui. Je pense que ce qui fait quand même qu'on se rappelle comme ça, qu'un lieu s'associe à un livre... alors, ça peut être différentes choses. Ça peut être effectivement le livre lui-même, l'état profond dans lequel on est entré, qui fait qu'on revoit... l'appartement où on l'a lu, le fauteuil où on était installé, enfin une sorte de présent presque éternel comme ça qui s'est concrétisé, confondu avec le livre. Mais ça peut être aussi une émotion très forte, ce qui est le cas pour moi, pour cette lecture avec laquelle je commence donc ma vie avec Marcel Proust. Je me rappelle en effet très bien que c'est à 15 ans que je l'ai lu la première fois, parce que j'ai un souvenir tout à fait, enfin que je ne peux pas oublier. Donc j'étais jeune fille au père d'une famille assez aristocratique d'ailleurs, avec un nom plein de particules, en Normandie, et une famille épouvantable, très méchante. Et je devais m'occuper de 4 enfants, mais de 4 enfants qui avaient entre 1 an et demi et 12 ans, moi j'en avais 15, et qui étaient mieux éduqués que moi et qui me signalaient qu'il ne fallait pas répondre bonjour aux vieilles dames qui disaient bonjour dans la rue, ça ne se faisait pas, parce qu'on ne les connaissait pas. Et par chance, ces enfants dont je devais m'occuper tout le temps, ils avaient un cours de piscine 1 ou 2 fois par semaine. Donc tout à coup, je me retrouvais seule avec le bébé que j'adorais. Et donc un jour, je suis avec le bébé sur la plage, sur cette plage, je ne sais plus le nom de la plage en Normandie, je ne sais même plus où c'est, une plage normande. Je la revois la plage par contre. Elle est complètement vide ce jour-là parce qu'il fait gris, froid, c'est à peine s'il crachine pas. Mais je dois y aller de toute façon, la mère m'a dit hop, à la plage, je dois attendre les filles sur la plage. Et il n'y a que nous, il y a le bébé à côté de moi. Et moi, je lis Sodome et Gomorrhe. C'est génial, parce que je ne peux lire que quand les autres enfants ne sont pas là. Et donc, je suis tellement prise par ma lecture, tellement prise, que je n'ai pas entendu le bébé se lever. Parce que comme je lui ai appris à marcher, ce qui est une très très mauvaise idée. Et donc, elle s'est levée avec sa petite pelle en plastique, et tout à coup, j'entends un hurlement. Donc, alors, mon cœur de jeune fille au père, disons. Je pense pas que ce soit un cœur de mère. Je crois que c'est le cœur de la jeune fille au père qui m'abattra à toute allure. Je me précipite, je vois sa petite fesse en l'air, je sais pas s'il y a une couche ou pas. Enfin, je la ramasse, elle hurle. Je tremble de culpabilité. Hein. Je marche vers la mer. Mon Dieu, faites la stère. Et elle se tait. Et je la regarde. Il y a du sang qui dégouline partout. Atroce. Moi, mon cœur à moi, là, c'était épouvantable. Je sais pas d'ailleurs, est-ce que j'avais peur de... Je pense que j'avais surtout peur de la faute. Et donc, je me précipite vers le maître nageur, il peut rien faire parce qu'on peut pas lui ouvrir la bouche, il me dit d'aller chez le docteur. Je suis affolée, il dit au docteur au téléphone, oui, la mère est là. Mais j'ai à peine 15 ans, hein.
J'ai à peine 15 ans et croyez-moi, j'étais pas bien grosse à cette âge. Comment il peut penser que je suis la mère? Mais sans doute à cause de mon état d'émotion intense, quoi. Et voilà, donc souvenir qui s'est terminé par ces mots de la mère, la vraie mère, ne lisez plus sur la plage. Je vous interdis de lire. Voilà. Donc vraiment, Sodome et Gomorrhe, voilà, je revois cette scène et c'est vrai qu'à partir de là, j'ai un peu reconstruit, donc, parce que le roman, c'est pas un roman, pardon, pour le coup, c'est vraiment pas un roman. C'est un livre sur mes 3 lectures de Proust, l'une à 15 ans, et donc je l'ai reconstruite, celle de 15 ans, parce qu'en dehors de ce souvenir, je ne me rappelais pas vraiment comment j'avais lu Proust. Je ne peux pas me rappeler. Et donc, en relisant, comme évidemment à 15 ans, j'étais une amoureuse, je ne cessais d'être amoureuse tout le temps, 14 ans, 15 ans, 16 ans. Et c'était à chaque fois des amours plus platoniques que Platon, sans réciprocité, impossible, une torture absolue. Tout ce que dit Proust sur l'amour, mais me parlait, enfin, mettait des mots sur ces sentiments qui me torturaient. Donc, c'était pas difficile pour moi d'arriver, de refaire le lien entre ce que j'ai vécu à l'adolescence et le texte de Proust. Après, une deuxième lecture à 20 ans et la troisième à 50 ans, je vous en ai parlé. Donc ça, c'était la première remarque, c'était sur les lieux de la lecture. En même temps, c'est drôle, à 20 ans, je me rappelle pas vraiment. Si j'ai un vague souvenir... Non, j'ai un souvenir d'être au bord de la Loire. Je sais pas, j'ai un souvenir comme ça. De vacances, en tout cas. Pour lire Proust, il faut de la vacance. Ah oui, c'est sûr. Voilà. Et... alors, votre question, elle partait sur la langue. Oui. Sur les langues. Sur les langues. En fait, bon, je ne sais pas vraiment si j'ai quelque chose d'intéressant à dire là-dessus. Bon. Oui, j'ai vécu 30 ans aux États-Unis, j'ai parlé, j'ai rêvé en anglais, j'ai parlé en anglais, j'ai rêvé en anglais, j'ai écrit en français. Mais j'ai en même temps écrit en anglais, parce que j'ai un groupe d'écriture en Amérique. Et donc, pour me lire, c'est forcément en anglais. J'aime bien le groupe d'écriture, on échange sur un texte qu'on a écrit. Et l'anglais a été une sorte d'outil de travail. C'est-à-dire que j'ai utilisé l'anglais. En fait, écrire en anglais m'a permis de me distancier de moi-même, tout simplement, d'écrire des choses. C'est un peu comme un jeu de Lego, en fait. C'était un peu, tout à coup, me prendre cette distance par rapport à moi. En fait, j'ai pu... Le premier vrai roman que j'ai écrit, qui n'est pas un livre autobiographique, mais qui est un vrai roman, c'est Le problème avec Jane, qui se situe à l'université de Yale, où j'ai été prof pendant 12 ans. Je lui ai donné un nom fictif dans le roman. Et c'est un roman, même si forcément, il y a forcément des choses qui viennent de moi dans ce roman, c'est une évidence, mais c'est vraiment un roman. Je voulais un personnage différent de moi. Et je ne pouvais pas l'écrire, ce roman, parce que j'étais trop marquée vous savez, quand on a fait Hippocane, Cagne, Normal Sup, La Grègue, et qu'on a entendu dire pendant tout le temps que le roman était mort, et qu'on a lu la critique, la post-critique, etc., ça devient très difficile d'être assez naïf pour écrire La Marquise sortie à 5 heures. On a du mal avec cette naïveté. D'ailleurs, aujourd'hui, on est totalement revenu au roman, mais rappelez-vous qu'il y a une époque où le roman était mort. Et donc finalement la langue étrangère m'a servi à ça, elle m'a permis de rompre, non pas avec mon intimité, parce que j'avais aucun problème avec ça, mais de rompre plutôt avec mes études, avec le surmoi qui m'empêchait d'écrire des choses que je trouvais trop bêtes. En fait, ça m'a permis d'être un peu bête, voilà. Et ça m'a permis de cette façon-là d'écrire un roman. J'ai bien aimé ce que disait tout à l'heure, ce que disait Laure tout à l'heure à propos de... Qui est-ce qu'elle citait, disant que l'écrivain, lui, comme ça, il avançait. Enfin, il n'y avait que le lecteur qui avait la vue d'ensemble. Elle citait qui à ce moment-là? Patrick Modiano. Patrick Modiano, merci. C'est une très belle pensée. Parce que c'est vrai que quand on écrit, on est à l'intérieur, enfin, je sais pas si c'est un puzzle ou je sais pas, un jeu de construction, on avance pas à pas, on n'a pas la vue d'ensemble, on l'a seulement quand on se relit, en fait. Oui. Et se lire, du moment où on devient le lecteur de soi-même, c'est pas une chose évidente d'être le lecteur de soi-même. Je suis sûre que vous écrivez tous, et vous savez donc tous qu'il y a un jour on se lit, on se dit « Ah, c'est génial !» Le lendemain on se dit « Mais c'est pas possible, c'est totalement nul !» Donc comment arriver à se lire, comme on lirait un autre auteur? Eh bien, justement, en anglais, je peux absolument pas me lire. Ah oui. Absolument pas. Je peux pas être la lectrice de moi-même en anglais. Et ça a été le gros problème quand j'ai écrit Le problème avec Jane. C'était quand même un livre de je sais pas, de 300 ou 400 pages.
j'ai écrit ce livre, il avait une histoire et tout, je ne pouvais pas me lire. Je ne savais pas, autrement dit, quand je l'ai lu, je ne savais pas s'il était bon ou mauvais. Aucune idée. Et vous l'avez traduit vous-même? Oui, j'ai été obligée de me traduire en français, uniquement pour savoir si c'était bon ou mauvais, s'il y avait quelque chose dedans. Il n'y a qu'en français que j'arrivais à voir ce que j'avais fait. Et d'ailleurs, puisqu'on est quand même on est dans un colloque sur la lecture, oui. Donc parlons, du coup je vais digresser un peu pour vous dire cette méthode, cette pratique. Je me demande d'ailleurs si Colombe qui est là a la même, je poserai la question. Moi, la façon dont j'écris un livre, je m'oblige à ne pas réfléchir à la question de savoir si c'est bon ou mauvais, et à avancer de jour en jour, avancer. Même si la veille j'ai une impression de médiocrité absolue, je continue. L'idée c'est d'aller jusqu'à la fin, d'atteindre cette fin. Et une fois que j'ai... Alors il m'arrive de retravailler... Vous savez que c'est la fin? Quand même, au départ j'ai un peu une idée, je me lance pas complètement au hasard. J'ai en général une forme un peu floue encore, parce que le livre vraiment s'écrit au fur et à mesure qu'on écrit. Il se met à s'enrichir, à devenir vivant, à se détailler. Tout n'est pas là au départ, mais par contre, il y a quand même l'idée d'un sujet, d'une forme, donc je sais à peu près où je vais. Et donc, au moment, je crois que je le sens en général. Parfois, il m'arrive d'aller trop loin, et quand je vais relire le livre, je vais couper la fin. Et je peux m'arrêter avant. Mais donc, je ne sais si c'est un livre que je laisse reposer cette version. Ça peut être une première, une deuxième version. Je peux quand même y travailler un certain temps, sans l'imprimer, tout ça sur ordinateur. Et puis, après l'avoir laissé reposer peut-être 5 à 6 mois, j'essaye, je vais l'imprimer. Et là, la règle, c'est de le relire en une fois, du matin au soir, sans interruption, pas de téléphone, pas d'email, absolument rien. De le lire vraiment. Alors, si c'est 200 pages, ça va. Si c'est 400, c'est fatigant. Ça fait parfois 18 heures de lecture de suite. Et l'idée, parce que je lis quand même, je lis attentivement, mais c'est de me dire, et j'ai comme un sentiment intérieur. Et ce sentiment intérieur me dit sur quoi est le livre et qu'est-ce que je vais devoir changer. Je vais vous donner un exemple d'ailleurs avec l'autre qu'on adorait. Pendant un an pendant la première année d'écriture, je ne savais pas encore si le livre allait se passer dans la tête de mon ami, ou bien si j'allais raconter l'histoire de notre amitié. Et j'avais un peu écrit les deux, en quelque sorte. Et à un moment, j'aime bien nager à la piscine. D'ailleurs, quand on écrit, nager, marcher, enfin c'est vraiment... la nuit aussi, le matin, pour moi c'est vraiment un moment où les choses travaillent beaucoup. Et donc je nageais, et alors que je nageais à la piscine, j'avais tout à coup vu mon ami, comme je l'avais jamais vu d'ailleurs, je l'avais vu dans son appartement dans les jours, la semaine qui a précédé sa mort. Et je l'avais entendu. Et j'étais rentrée à la maison et j'avais écrit comme ça d'un trait toute la fin du livre. Et donc ensuite j'avais ce texte, et au moment de le relire en entier, j'ai eu le sentiment très fort que ce qui concernait notre amitié, dans lequel je racontais mes sentiments, mon chagrin, etc., n'était pas au niveau, n'était pas dans la même dimension que ce qui avait fait que lui s'était tué. Et donc, autrement dit, je devais sortir de ce roman. Parce que c'était un livre sur lui. Et la fin, celle qui m'était venue après cette image, cette vision que j'avais eue de mon ami dans son appartement, quand je l'ai relue, ce jour où j'ai tout relu, il n'y avait rien à dire. Elle était comme ça. Et elle était, en la lisant, j'avais l'impression d'y être. J'ai l'impression d'être avec mon ami. C'était fort. Et je m'en rends compte, ce qui est fort quand je lis. Par contre, avant, ça pataugeait, on s'enlisait un peu, quoi. Et donc je pensais, ben voilà, c'est clair, il faut que je retravaille, j'enlève tout ça. Ce livre, sa ligne, c'est ça, quoi. Moi, je suis pas dedans. Et c'est vraiment la seule façon. Et parfois, c'est dur, vous savez, parce qu'on peut avoir travaillé pendant des mois, des années, sur des passages qu'on aime énormément, puis on s'aperçoit, je m'aperçois en relisant, en fait, il ne faut pas partir de ce livre, il faut les enlever. Voilà, c'est juste, c'est un peu, on n'a pas parlé de ça tout à l'heure, de cette question de la lecture de soi-même. Oui, c'est très intéressant. Oui. Mais c'est comme ça, enfin c'est vraiment... Est-ce que c'est ta méthode d'écriture aussi, Colombe, ou pas? Oui, réponds. Oui. Attendez, peut-être prenez un micro, non?
ça. Oui, est-ce que quand tu as fini un roman, tu as une méthode comme ça où tu te lis toi-même? Alors, je Colombe m'appelle Schneck. Colombe Schneck, je suis une amie de Catherine qui m'a proposé de venir assister à cette conférence. Se lire soi-même, c'est très difficile. Effectivement, souvent, je me relis beaucoup, je suis quelqu'un qui réécrit, je me relis énormément et parfois j'y trouve beaucoup d'énergie et comme tu dis, parfois je trouve ça génial, hein. Vraiment c'est bien, quoi, c'est pas mal. Et puis parfois c'est très mou, c'est mou, ce qui est génial avec l'écriture, c'est qu'on peut réécrire et puis on peut supprimer, on peut réécrire, ça coûte pas cher, quoi. C'est pas comme dans un film où faut des moyens, Là, tu tombes dans mon livre Confession d'une radine, c'est pour ça que j'écris. Oui. Ça coûte pas cher. Parce que, il n'y a pas très longtemps, quelqu'un m'a demandé son avis sur son livre. J'ai cité Confession d'une radine et je devais lui envoyer un mail. Je dis ça m'embête d'envoyer un mail parce que personne ne va le lire à part toi, comme dans Confession d'une radine de Catherine Cusset. Donc je vais écrire une chronique dans un journal, comme ça servira au moins quelque chose que j'écris, de ne pas écrire pour rien, quoi. Tu rentabilises tout, toi, vraiment. Hein. Voilà, comme, oh là là, Catherine Cusset. Si j'écris un message, il faut au moins qu'il soit dans une chronique, sinon ça ne sert à rien. Non, mais il y a un long mail, il faut que j'écrive quelque chose donc j'ai adopté aussi cette méthode de lecture que tu définis, tu racontes là, de se relire. J'ai appris, et c'est difficile, à se lire à haute voix. Parce que c'est impossible de suivre. Enfin, parfois on y arrive, on comprend à peu près ce qu'on a fait, c'est bien, c'est très bien. Mais se lire à haute voix et la s'entendre, ça c'est très, très cruel, c'est très juste. C'est une voix, c'est plus sa voix, c'est la voix de quelqu'un qui lit un livre. Et là, on peut supprimer, là, on peut y aller, on peut bien se relire. Merci. Mais c'est vrai qu'aussi, la question de... Enfin, je trouve que le problème aussi, c'est qu'on est extrêmement aveugle à soi-même. Hein. D'ailleurs, moi, c'est la chose qui m'intéresse le plus dans la vie, c'est cette question-là. C'est la question de comment faire pour déplacer un tout petit peu le bandeau, c'est-à-dire se voir un tout petit peu d'un autre point de vue. Oui. Alors justement, est-ce que je peux me permettre, Catherine, de vous demander, puisque je sais que pour vous, et vous le dites à plusieurs reprises dans vos livres, la psychanalyse est quelque part présente. Donc qu'est-ce que ça, par exemple votre lecture de Freud notamment, votre rapport à la psychanalyse, j'ai posé la question ce matin à deux de mes collègues, je vous la repose, qu'est-ce que ça a changé pour vous dans votre façon de lire? Bon, déjà, moi, je ne suis pas du tout théoricienne. Hein. Oui, d'ailleurs, mais... et je ne suis pas abstraite, enfin, je sais pas, c'est vraiment un livre du moi-je, hein, n'hésitez pas, hein, c'est moi-je Proust. Hein. Non, mais, donc, donc, du coup, j'ai lu Freud autrefois, tout à l'heure, j'ai lu beaucoup de choses autrefois. Mais par contre, la psychanalyse, qu'est-ce que ça a représenté pour moi pour moi, c'est quelque chose d'essentiel, mais je pense quand même pour beaucoup d'écrivains, et pour le coup, pas du tout, aucune angoisse que ça vienne prendre la place de l'écriture, bien au contraire. Bon, déjà, il y a eu des périodes de ma vie où tout simplement, enfin, il y a eu une période de ma vie, enfin, je vous ai quand même évoqué un peu cette période où il y a eu un certain nombre de suicides. En général, on a un peu du mal à en sortir indemne, disons. Donc, il est évident qu'avec en plus... Enfin, je sais bien qu'on a toujours tendance à se sentir coupable, mais dans mon cas, quand l'accusation est directe, c'est difficile de ne pas se sentir coupable. Hein. Il faut avoir vraiment une force. Là, je crois... j'ai pas encore écrit le livre là-dessus, mais il viendra. C'est pas simple. Je suis en train d'y travailler. Sur toutes ces années-là, un livre un peu complexe. Donc la psychanalyse, ça a été tout simplement une béquille. Enfin, déjà pendant un an, j'ai trouvé une psychanalyse à New York, parce que j'étais à New York. J'ai eu du mal, ça se cherche, hein, c'est compliqué d'arriver à trouver. C'est intéressant d'ailleurs, parce que le jour où j'en ai rencontré plusieurs, et il y en avait une extrêmement chaleureuse, qui était passionnée par ce que je faisais, elle avait été enthousiaste. Enfin, je suis sortie de là, c'est vrai que j'avais vraiment l'impression, plus que j'étais en train d'écrire, mais j'étais sûre que c'est une œuvre de génie, tellement cette femme était enthousiaste. Et puis après, je suis allée voir une autre psychanalyste, extrêmement froide, qui m'a tout de suite prévenue qu'elle avait très peu de temps.
Et que donc, bon, peut-être elle aurait du temps pour moi, mais c'était même pas sûr. Enfin voilà, il fallait que je donne ma... Alors évidemment, vous savez tout de suite laquelle j'ai choisie, hein, évidemment. Elle était froide, mais comme est froide ma mère, quoi. Donc voilà, il me fallait ça, quoi. C'était... mais par contre, il est où le passage? Celui sur le rire. Ah oui, Vous oui, savez, oui. Alors, parce que attendez. ouais, je vais voir si j'arrive à le retrouver. Page 104. Merci. Alors voilà, on est synchro, hein, bien qu'on n'ait pas préparé, Voilà. mais bon. Alors voilà, j'écris à une amie. Alors, ma grossièreté a une autre face, l'indélicatesse. La gaffe qui blesse l'autre en dépit de moi. Toucher l'endroit qui lui fait mal comme une enfant sadique sans en avoir conscience. Je suis terrifiée que l'insensibilité qu'il me semble avoir héritée de mon père, jointe au narcissisme hérité de ma mère, donne un cocktail explosif et fatal. J'écris à une amie dont j'ai aimé le livre, et pour ne pas me contenter d'un compliment banal et générique, je m'efforce de trouver quelque chose de précis qui lui montrera que je l'ai bien lu. Je ne reçois pas de message en retour, je lui réécris pour savoir si le mien lui est parvenu. Toujours rien, je finis par lui demander, hésitante, si j'ai dit quelque chose, et je reçois une réponse glaciale. Elle me croyait son amie, et j'ai pu lui écrire ces mots propres à la déstabiliser dans un moment où elle était fragile. Je voulais lui faire plaisir et lui montrer la subtilité de ma lecture, j'ai perdu son amitié. Proust, lui, se contentait de feuilleter les livres de ses amis et d'attraper ici et là une citation, avant de leur écrire ce qui était le plus propre à leur réchauffer le cœur, à leur faire croire qu'il avait aimé l'ouvrage et qu'ils étaient de grands écrivains. Quand je dis à ma psy comment ma tentative d'écrire un compliment original s'est soldée par une rupture, elle éclate de rire. Enfin, éclate est un grand mot, les psys n'éclatent pas de rire. Elle se contente d'un petit rire. Je la fais rire, véritable bécassine ou guignol, non seulement avec mes gaffes, mais aussi par ma façon de les raconter qui me transforme en personnage comique. You are my favorite comic book character, m'a déclaré un ami américain à qui je rapportais une autre de mes gaffes. Comme la Françoise de Marcel, je suis un personnage de bande dessinée. Le rire a un effet consolant. J'aime faire rire ma psy et mes amis. J'aime me tourner en dérision. Cette autodérision qui m'est essentielle, je la partage avec Proust. Voilà. Vous voyez, donc la psy, voilà, elle a été... Donc, bon là, je raconte que je la fais rire, mais j'ai passé 1 an à pleurer dans son cabinet. Donc j'aurais dû lui payer franchement ses mouchoirs. Parce que... Enfin bon, c'est pas encore trop cher par rapport au prix des psys à New York. Enfin, ça se négocie, hein, vous savez, il n'y a pas de prix à New York. Si jamais vous êtes à New York, vous devez voir un psy, vous pouvez vous débrouiller. Hein, ils ont pas... Enfin, quand même, les tarifs sont différents des tarifs européens, vous savez ça. Oui, oui. Et donc voilà, donc ça a été vraiment important, mais... Le rire, c'est très important, oui. hein, et vous faites une lecture de Proust, hein, où vous repérez, vous faites plusieurs références à des moments qui vous font rire, et qui font rire Proust, ou Proust rit. Oui. Et ce qui est assez formidable... Je voulais vous couper, attendez, avant que vous enchaîniez sur le rire, parce que je veux juste dire cette chose-là quand même, c'est que je ne sais pas ce qu'on dit aujourd'hui de la psychanalyse, c'est un peu comme la lecture, je ne sais pas s'il n'y a pas une... Les deux vont peut-être ensemble d'ailleurs, la lecture et la psychanalyse. Absolument. Je ne sais pas ce qu'il en est à Paris, mais j'ai l'impression qu'il y a... Enfin, je ne sais pas, en fait, je ne sais pas. Statistiquement, je ne sais pas où on en est, voilà. Mais, et psychologue et psychanalyse, il y a une différence, évidemment. Moi, je trouve que c'est la chose la plus passionnante qui soit. Les meilleurs moments pour moi à New York, c'était quand je sortais du cabinet de ma psychanalyste. J'avais l'impression d'avoir retrouvé un contact essentiel avec moi-même. Donc c'est très très proche pour moi l'écriture et la psychanalyse. C'est l'accès, tout de suite on traverse les couches de choses qui n'ont pas d'importance et on arrive à ce qui est important. Quand même on n'a qu'une vie, il faut essayer de se concentrer sur ce qui est important. Donc vraiment, et alors bon, parfois il m'est arrivé de me plaindre de devoir, confession d'une radine, sortir les billets avec l'impression que je tournais en rond, donc de payer vraiment pour rien cette femme qui quand même était bien contente d'empocher mes sous. Et alors elle avait cette image de la spirale, elle m'a dit plusieurs fois, ça fonctionne comme une spirale, ça se déplace, vraiment c'est pas comme ça, c'est très lent, ce déplacement a lieu de façon progressive, et j'y crois, moi je crois pas du tout aux méthodes... Enfin, je sais pas, est-ce qu'on change pas? Oui, quand même, je pense quand même qu'il est possible. C'est un peu mon credo essentiel dans la vie,
je pense qu'il est possible de progresser. Et peut-être que je me trompe. Bon, c'est un programme. Bon, on va devoir s'arrêter. C'était quoi? Vous vouliez parler du rire? Bon, oui, mais non, on va laisser d'accord. tomber parce que je voulais juste dire un mot sur quand même ce que vous dites être l'enjeu pour vous de ce livre par rapport à ce que Proust appelait y voir un peu plus clair dans son ravissement. Oui. Je trouve que c'est une formule magnifique qui est au tout début de la recherche, je crois, et qui évidemment pour nous évoque cette autre formule de Lacan. Il parlait du devoir de s'y retrouver dans l'inconscient. C'est-à-dire ne pas s'en tenir au constat de l'échec, à saisir ce qui reste justement au seuil des phrases, au seuil des mots. Et dire zut, zut et zut, comme le dit Proust à un moment donné, mais échouer mieux, finalement. C'est ce que vous dites que David Hockney fait également, rend compte dans son œuvre de peintre, et dont vous rendez compte aussi, finalement, dans votre lecture. Donc, finalement, relire, c'est rater mieux. Alors, déjà, il faut redonner le contexte de ce zut, zut, zut. Au moment de commencer ce texte, je me sens comme le jeune Marcel à Combray, le jour où, après une heure de balade dans le vent et la pluie, il a vu le soleil se lever sur une cahute au toit de tuiles, dont le reflet rose dans une mare, pareil à un pâle sourire, a créé chez lui une telle impression de beauté que, dans son enthousiasme, il a seulement pu brandir son parapluie fermé en s'écriant « Zut, 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 zut !» On peut dire qu'à la recherche du temps perdu, ce roman de 3000 pages en 7 volumes sert à mettre en pensée et en mots ce zut, 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 ou comme le dit Proust, attaché de voir un peu plus clair dans son ravissement. Alors, donc vous voyez, il s'en tient pas à zut, 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 zut. Et c'est vrai, on n'a pas le temps, on n'a pas parlé de la question de l'œuvre d'art. Enfin, il y a Proust, il y avait quelques petites autres choses à dire apparemment. Bien sûr. Mais pour revenir à ce que disait tout à l'heure, à ce que disait Laure, pour faire le pont avec ce que disait Laure Adler tout à l'heure sur la lecture, c'est vrai, ce que dit Proust, il le dit tellement bien d'ailleurs, ce qu'on trouve dans un livre, c'est cette qualité inconnue d'un monde unique. Et il le dit encore, s'il n'y avait pas l'art, la façon différente dont nous apparaît le monde resterait le secret éternel de chacun. Donc l'accès, ce qu'on trouve dans le livre, dans l'art, dans la peinture, dans le roman, c'est vraiment l'accès, la singularité d'un point de vue sur le monde, en fait. C'est cette question du singulier, de la singularité. Et voilà, j'ai beaucoup d'autres choses à dire sur ça, sur le rapport au temps, sur la Madeleine, sur laquelle on se trompe quand même énormément, qui a à voir avec cette question évidemment de la création artistique et de la singularité. Mais bon, ça sera pour une autre fois. Merci beaucoup. On va en rester là, on va vous applaudir chaleureusement. Merci Marie-Louise.